Est-ce que les moyens du coup, qui sont les nôtres aujourd'hui, auraient pu éviter les attaques de 2015. Je ne prends qu'un exemple. Évidemment, on sait que les frères Kouachi ont été longtemps sur écoute, mais ça n'a rien empêché. Alors pour 2015, je vais peut-être être polémique, mais on sait aujourd'hui que si nous avions eu une politique étrangère plus intelligente, moins moraliste et plus réaliste, je m'exprime, c'est-à-dire coopérer dans le cadre de l'antiterrorisme avec l'État syrien légal qui certes faisait des choses horribles, mais qui avait au moins un point commun avec nous, le même ennemi. On sait aujourd'hui qu'on aurait pu liquider, ou on dit aujourd'hui neutraliser sur place une partie des terroristes qui ont commis les gros attentats structurés sur notre sol. On s'en est rendu compte après. D'ailleurs, les présidents Hollande et Macron successifs ont beaucoup changé positivement sur ce point. Mais jusqu'à 2014-2015, il y avait un moralisme qui nous empêchait de coopérer avec des pays sources où il y avait des camps d'entraînement que l'on n'a pas pu bombarder pour des raisons. Donc vous voyez, la politique étrangère, elle joue. D'ailleurs, la menace islamiste, ce n'est pas qu'une menace contre l'Occident, contrairement à tout ce qu'on entend. C'est une menace globale, 150 000 morts sur une vingtaine d'années. L'Afrique, c'est un quart des morts. C'est une idéologie totalitaire qui frappe partout. Et se permettre de faire du moralisme et de ne pas vouloir coopérer avec certains États arabes qui sont des foyers et victimes eux-mêmes de l'islamisme a été criminel. Pareil pour la Russie, quand on n'a pas voulu coopérer avec la Russie, depuis déjà, d'ailleurs la guerre d'Afghanistan à plusieurs reprises, les pays européens comme l'Amérique n'ont pas voulu avoir une politique étrangère qui nous permette de mieux assécher ces menaces. Mais là, c'est que les terroristes structurés. Par contre, pour le terrorisme individuel, des pseudo-loups solitaires, alors là, il faut agir sur l'idéologie, et on n'a pas agi sur l'idéologie. L'idéologie de l'islamisme, elle n'est pas que celle du djihadisme. Elle est celle qui permet de légitimer le massacre des blasphémateurs, par exemple. C'est enseigné dans de très nombreuses mosquées tout à fait officielles en France. Donc on a une mauvaise politique extérieure, et en plus, on n'agit pas sur le continuum idéologique, c'est-à-dire la partie idéologique religieuse qui permet la pré-fanatisation de ces gens dont les terroristes ne sont que la face émergée de l'iceberg. Si je comprends bien ce que vous nous avez dit en préambule, notamment Alexandre Delval, c'est-à-dire qu'il a fallu attendre 2015 pour que l'on mesure que les actions de la France à l'international pouvaient impliquer des représailles. C'est comme ça qu'il faut les appeler. Alors, on en faisait déjà avant. Un ami de la DGSE me donnait le nombre de 300 personnes qui ont été neutralisées par nos services avant et après. Mais pour ce qui concerne la Syrie, on a commencé à se rendre compte que l'ennemi des Français, c'est alors la Syrie, le régime syrien, bien sûr, je ne le légitime pas. C'est l'ennemi du peuple syrien. Mais la France n'avait pas comme ennemi à l'époque la Syrie, et on aurait dû mieux coopérer pour essayer de frapper des bases terroristes dans ce pays. On ne l'a pas fait pour des raisons moralistes. De même qu'on ne voulait pas coopérer avec la Russie contre Al-Qaïda lorsque Poutine a montré que c'était la Turquie qui achetait le pétrole de Daesh. Et là, on a commencé à agir à la source sur les sources d'approvisionnement, pas uniquement d'Al-Qaïda et de Daesh. Et enfin, ce que je voudrais rajouter, c'est que jusqu'à il n'y a pas très longtemps, on nous parlait de Daesh. On a l'impression que le seul ennemi djihadiste, c'était Daesh. Comme s'il n'y avait pas plein d'autres mouvements, les Shebab, Boko Haram, toutes les franchises d'Al-Qaïda un peu partout. Donc vous voyez, on est dans une espèce de manichéisme où alors on fixe sur Daesh. À un moment, on ne parlait que de Daesh. Même Al-Qaïda était d'ailleurs respectable à l'époque, rappelez-vous, parce que, alors la phrase de Fabius, je ne vais pas la ressortir, il paraît qu'elle est contestée, mais nous donnions des armes à des rebelles islamistes en Syrie, qui eux-mêmes équipaient et travaillaient avec des groupes de Daesh, parce que tout ça est très imbriqué. Donc notre politique étrangère n'était absolument pas adaptée à la définition du mal et de la menace et au combat contre l'ennemi. Vous restez avec nous, Alexandre Delval, si vous voulez bien encore quelques minutes. Alors, je suis tout à fait d'accord avec ce qu'a dit Elisabeth Lévy à l'instant, c'est tout à fait vrai. Et ce que vous avez dit vous-même est très intéressant, parce qu'effectivement, il y a ces chiffres qui montrent un processus que j'appelle, moi, de désassimilation.
Et il est très important parce que pour comprendre le terrorisme, et je suis aussi d'accord avec ce que monsieur disait tout à l'heure, il faut réconcilier les contraires. Il n'y a pas beaucoup de morts du terrorisme. C'est vrai, c'est un fait. On le dit souvent au CF2R avec Éric Dénessé, le Centre de recherche sur le renseignement, mais ce n'est pas le nombre de morts que recherchent les terroristes, c'est de la publicité. Le terrorisme est un phénomène publicitaire qui vise à faire parler d'une thèse, d'une religion, d'une croyance, d'un objectif. Soit c'est un moyen. C'est un moyen, ce n'est qu'un outil. Il faut comparer le terrorisme, non pas à une idéologie, mais à une kalachnikov ou un couteau. Ce n'est qu'une arme humaine. Derrière, il y a un projet. Et le projet qui est derrière les terroristes islamistes, ça a été étudié très bien aussi par M. Rougier récemment, qui est un universitaire orientaliste, il y a l'idéologie des frères musulmans. Ça veut dire que les coupeurs de langue, frères musulmans, qui veulent vous faire taire de manière légale, et les coupeurs de tête agissent avec des modus operandi différents, mais le but est le même, faire parler de l'islam, faire parler de leur islam, l'islamisme, séparer les communautés et faire en sorte qu'un musulman se sente humilié dès lors que les lois ne sont pas fondées sur la charia. Et c'est pour ça que ça frappe autant les pays musulmans que des pays non musulmans où il y a des communautés musulmanes. D'où l'importance de l'intégration pour lutter contre le terrorisme. Moi, je soutiens qu'il n'y a pas que la répression, il y a l'intégration, voire l'assimilation. Eux veulent désassimiler les musulmans en leur faisant croire qu'on est tous contre eux. Il faut les réassimiler. D'où ceux qui disent que l'assimilationnisme, c'est du racisme ou du néocolonialisme, c'est faux. Le véritable antiracisme, c'est d'assimiler des gens pour qu'ils acquièrent une conscience universelle. Alors la question qu'il faudra se poser, c'est évidemment, est-ce que c'est pas trop tard et comment on fait ça? Parce que c'est évidemment très important de le dire, et vous avez manifestement raison, mais le processus derrière, on a du mal à l'imaginer. C'est clair. Moi, je lis beaucoup ce qu'écrit en ce moment Pierre de Villiers, général français que vous connaissez tous. Bien sûr. Et il dit la situation est très grave, mais le pire serait de développer le désespoir, car c'est également cela que cherchent les islamistes, nous impressionner par la surmédiatisation d'un nombre de morts qui, chez nous, n'est pas énorme par rapport aux morts de la route. Et c'est pour ça que monsieur disait quelque chose de tout à fait vrai. Mais l'idée, c'est de progresser dans les consciences. C'est d'ailleurs ce que disait le porte-parole de Daesh avant de mourir, Adnani. Il disait « on est en train de perdre des territoires ». Mais ça n'a aucune importance. Notre territoire est mental, c'est celui de la progression de l'idée islamiste. Et ça marche, la preuve. Là, je suis en train de faire un article académique avec un statisticien et nous allons essayer de montrer la corrélation entre la progression des actes islamistes depuis 2001 et la radicalisation des communautés par un islamisme qui, lui, n'est pas terroriste. Car il y a un lien entre les deux. À chaque attentat islamiste, les frères musulmans et les islamistes non terroristes font croire que le simple fait d'allier terrorisme à l'islam serait une islamophobie, et donc ça devient une publicité, une occasion de rendre les musulmans paranoïaques, puisque les frères musulmans et les islamistes en général veulent séparer les communautés, parce que leur but, c'est qu'un musulman ne vive que sous la charia. Donc forcément, ils en veulent à toutes les sociétés musulmanes ou pas, où la charia n'est pas appliquée, et ça fonctionne. Le terrorisme publicitaire a fait progresser les islamistes, y compris non terroristes. L'islamisme tout court progresse, car le terrorisme, c'est une publicité envers la charia. Mathieu Soukir et Jean Messia, vous allez réagir? Les quartiers, à travers tout ce qu'on a vu, et ce qu'a dit Alexandre Delval tout à l'heure très justement, c'est cette imprégnation qu'il y a dans les quartiers où on a un terreau fertile pour créer de nouveaux terroristes. C'est justement, alors je voudrais juste qu'on entende Alexandre Delval sur ce sujet, avant justement de s'intéresser à cette nouvelle menace qu'on pourrait, entre guillemets, appeler de low cost et ces actes individuels. Moi, je voudrais vraiment qu'on comprenne définitivement où on en est sur des attaques massives. Quelle est encore l'influence de Daesh dans le monde? Est-ce qu'on peut encore redouter sur notre sol ces fameuses attaques projetées par des groupes terroristes implantés hors de nos frontières? Est-ce que ça, c'est encore d'actualité ou pas du tout? Alors, c'est encore d'actualité puisque Bernard Rémier, patron de la DGSE, dans le même article que vous citiez, disait qu'il y a un peu moins de probabilité qu'il y ait des attentats de grande ampleur, structurés, commandités comme le Bataclan, mais que cette menace est encore là. D'autres analystes disent qu'elle va revenir, d'ailleurs malheureusement à partir de 2021, puisque aujourd'hui, fin 2020, nous sommes à peu près à 70% de libération des prisons, des condamnés qui ont été sur le sol syrien ou irakien ou ailleurs,
qui ont été emprisonnés en France. Et d'ici 1 ou 2 ans, on sera presque à 100%, puisque malheureusement, une étude du CAT, le Centre Analyse sur le terrorisme, a montré que, en fait, la moyenne des condamnations, c'est 5 à 6 ans. Et parfois, c'est 3 mois. Donc, maximum en 21-22, il y aura des bêtes fauves, mais pas uniquement des bêtes fauves, des prédicateurs qui ont une capacité charismatique à convaincre les autres, donc à la fois des gens aguerris et en plus structurés, encore liés aux centrales terroristes, puisque Daesh est passé de 50 000 militants à quand même au moins 15 000 aujourd'hui, et Al-Qaïda et ses franchises a même plutôt augmenté dans certains territoires. Donc on a des gens qui vont être libérés chez nous, des prédateurs et des prédicateurs liés à des organisations. Donc très probablement, à partir de bientôt, on va passer du terrorisme low cost, qui est la piqûre de rappel permanente, on va peut-être repasser à des tentatives, au moins, heureusement beaucoup sont déjouées, parce qu'on arrive mieux à déjouer paradoxalement les grosses structures que les structures indétectables de quasi-auto-radicalisés, mais on va peut-être voir la cohabitation nouvelle entre les gros attentats structurés et les attentats individuels inspirés. Alors, mais les deux sont inspirés par les mêmes idéologies. Il n'y a pas de véritable loup solitaire, bien entendu. Mais là encore, c'est terrifiant de vous entendre, parce qu'on comprend à travers les propos d'Alexandre Delval qu'on est finalement dans une parenthèse d'actes low cost qui viendrait à se refermer dès l'instant où... Oui, je voulais rajouter une toute petite chose qui peut donner un espoir. Je parlais tout à l'heure avec un ancien du renseignement militaire qui est aujourd'hui recruté dans une grande ville, je ne peux pas dire laquelle, de France, par le maire, étonnamment. Il n'est plus aujourd'hui fonctionnaire de la défense, hein. Il est recruté par un maire et il est chargé, il parle arabe, il est d'origine maghrébine, et il est chargé d'apprendre à des agents territoriaux, des employés de mairie, mais aussi des infirmières, des éducateurs sociaux, sportifs, et toutes sortes. Il en a déjà formé à peu près 1800, hein, et il les forme à détecter les signaux faibles, ce que malheureusement les renseignements généraux ne peuvent plus faire ou ne peuvent pas faire, puisqu'on a eu l'intelligence de supprimer l'intelligence humaine de proximité, hein, parce que le monde de l'intelligence du renseignement, c'est aussi avant tout humain. Les ordinateurs et les caméras ne remplacent pas tout, et il apprend à faire remonter des signaux faibles. Et il me disait, il n'y a pas plus tard qu'1 heure, qu'ils ont réussi à détecter quelqu'un qui allait devenir un radical extrêmement dangereux, mais un adolescent encore rattrapable. Il venait de perdre ses parents. Oui, un adolescent, parce qu'on peut les rattraper que quand ils sont encore très jeunes. Comme dit Trévidic, une fois qu'on a pris le goût du sang, vous déradicalisez pas. Donc ce qu'on peut faire, c'est déradicaliser à la racine. Par des signaux faibles, on a détecté que ce garçon qui était orphelin, qui venait de perdre ses parents, venait d'être approché par des gens qui étaient en train de lui faire visionner des vidéos de décapitation pour le faire passer à un stade supérieur. Il a été détecté presque dans l'œuf grâce à un travail d'intelligence entre agents sociaux, travailleurs sociaux, renseignements, mairies. On comprend que c'est un travail de longue haleine. On comprend que c'est un travail de longue haleine et que pour un cas détecté comme celui que vous nous relatez, on ne sait pas combien passe à travers les mailles du filet. Alors je vous laisse conclure, Alexandre Delval, s'il vous plaît. Mais nous pouvons améliorer l'intelligence de proximité. Et deuxièmement, ce qui était dit tout à l'heure, mais bien sûr, il faut lutter contre l'idéologie qui prépare les consciences au djihadisme. Sans être djihadiste directement, eh bien c'est l'islamisme tout court, légal, celui des frères musulmans, du tabligh, du Miligürüç turc, et même parfois de certains milieux apparemment très respectables. Par exemple, beaucoup de mosquées en Europe gérées par l'État du Maroc sont pas si modérées que ça. Et donc, il faut faire un travail d'un islam de France éclairé avec des imams à leur tête qui soient éclairés. Et ce travail-là n'a jamais été fait. Jamais. Les imams éclairés sont menacés de mort. Pardon, non seulement il n'a jamais été fait, mais là, pour le coup, il y a eu un net retard à l'allumage. Écoutez, moi, j'ai encore en tête les propos du président de la République de l'époque, François Hollande, qui explique, je crois, dans le livre de Davé et l'Homme, que les territoires perdus n'existent pas. Parce que c'est cela dont il est question. C'est-à-dire ce qu'on appelle... Est-ce qu'il le dirait aujourd'hui encore, Non, je ne crois pas. J'espère que non, mais le combat, pourquoi le combat ? Ils sont extrêmement importants. Chacun doit se sentir acteur de cette lutte contre le terrorisme. Ben oui, on revient à l'article de nos deux patrons du renseignement intérieur et extérieur, et ça corrobore ce que disait mon ami qui travaille
de manière officieuse dans le renseignement, mais employés par une mairie, les signaux faibles sont extrêmement importants, mais pas uniquement contre le djihadisme, parce que j'ai entendu des choses tout à l'heure qui sont très vraies. Le djihadisme n'est pas la seule menace. Quand quelqu'un, et j'ai entendu dire aussi quelque chose de très vrai, quand ils sortent de prison, beaucoup d'anciens terroristes ne récidivent pas. Ça ne veut pas dire qu'ils sont devenus des adeptes de la République. Bernard Rougier, le professeur spécialiste du djihadisme et des frères musulmans, a bien montré que justement, on a observé en allant voir les prisons que beaucoup d'anciens djihadistes ne se déradicalisent pas, mais ils se disent « je serai plus efficace dans l'islamisation de la France et du monde en devenant frère musulman ou un salafisme soft, parce que à long terme, on aura plus de résultats par la conversion que par une technique djihadiste qui finalement produit son contraire et une réaction contre elle. » Donc la véritable menace, ce n'est pas le djihadisme, ce n'est qu'un moyen, c'est l'idéologie qu'il y a derrière. Et donc la seule solution, c'est des imams éclairés. Il y en a très peu, je m'excuse de le dire, il y en a mais ils sont menacés de mort. Des imams éclairés, de l'éducation, de l'intégration. Et ce que vous disiez est très vrai. Quand on apprend à haïr la France, ce que malheureusement une certaine gauche a longtemps toléré et continue à faire, mais c'est déjà un terreau du terrorisme. Regardez la revue de Daesh numéro 5. C'était intitulé « Que Allah maudisse la France ». Et Daesh appelait à s'en prendre aux professeurs, à tous ceux, et même aux musulmans qui mettent leurs enfants dans les écoles laïques, ce sont déjà des mécréants. Donc quand on apprend à haïr la France, c'est déjà un pas vers une partie de l'idéologie, c'est un peu comme le complotisme, c'est une passerelle vers l'idéologisation islamiste. Bon. Merci beaucoup Alexandre Delval d'avoir participé à cette émission, c'est toujours évidemment très intéressant de vous entendre. Je voudrais qu'on parle de ces condamnés.